Bien, c'est parti. Alors, cette vidéo est la troisième qui est consacrée à Dask, hein. Vous voyez là sur le site, il y a une série de vidéos sur Dask. Voilà, la première vidéo, c'était de montrer comment on fait de la programmation parallèle sous Dask. Voilà, la deuxième, c'est comment manipuler le data frame avec Dask. Voilà. Et cette troisième-ci, c'est comment on effectue du machine learning sous Dask, hein, Dask ML. Hein. Très bien. Alors, je fais un petit rappel rapide. Hein. Dask est une librairie pour Python qui permet de faire des calculs parallèles. En fait, il va plus loin que ça en réalité. C'est-à-dire qu'il permet de faire des calculs parallèles très simplement quand on a une machine avec plusieurs cœurs, on peut exploiter des séries de cœurs. L'autre élément important, c'est que si on a une cluster de machines, si on a une installation de cluster de machines, genre Hadoop typiquement, bah, il peut exploiter également les différentes machines qu'il y a dans le cluster. Et enfin, un troisième aspect qui me paraît très intéressant, voilà, c'est qu'il permet aussi de traiter des données, voilà, même si les données des grosses volumétries de données, on est bien dans le big data mining, un fouille de données massives, là, il peut traiter des grosses volumétries de données, même si les données ne tiennent pas en mémoire. Ça, c'est un avantage qui est énorme. Ça, c'est un avantage qui est énorme parce que souvent, ça nous arrive. Souvent, ça nous arrive et on a tous une machine, voilà. Alors, souvent, les machines maintenant sont multicœurs, hein, c'est très bien. Mais là où toujours ça pêche, c'est la RAM disponible. Alors, même si on a des capacités de plus élevées, bah, ça ne sera jamais assez. C'est ça, c'est bien quelque chose que j'ai appris au fil des années. C'est que j'ai beau acheter des machines de plus en plus puissantes, bah, la mémoire n'est jamais suffisante. Hein, elle n'est jamais suffisante. Voilà, il en faut toujours plus parce que les données qu'on traite sont de plus en plus élevées, les images, tout un tas de trucs. Quand on fait du text mining, il y a de plus en plus de documents à traiter, ainsi de suite. Voilà. Et du coup, voilà, donc la RAM reste toujours, on est toujours en situation de pénurie par rapport à la RAM. Très bien. Et justement, le gros avantage de Dask, mis à part le fait qu'il y a la parallélisation, le fonctionnement en cluster, c'est qu'il permet aussi de traiter des données qui ne tiennent pas en mémoire. Ça, c'est un avantage énorme. Alors, on a vu comment faire de la programmation parallèle, on a vu comment manipuler les data frames de manière parallèle avec Dask, voilà. Et ce qu'on va voir, c'est comment on fait du machine learning avec Dask. Très bien. Alors, c'est un package qu'il faut installer de manière additionnelle. Donc, j'ai mis ici le lien. Hein. Moi, typiquement, je fonctionne avec Anaconda Python, voilà, avec la distribution Anaconda. Donc, j'ai fait un conda tout simple. J'ai fait un conda tout simple, voilà, et ça a permis de l'installer sur ma machine. Voilà, et c'est disponible. Maintenant, je peux faire le tuto. Très bien. Alors, ce qui est très important avec Dask, c'est que on va fonctionner donc un schéma usuel du machine learning qui est là. Le schéma visuel, il est là. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois déjà, donc il n'y a pas trop de surprise là-dessus. Hein. J'ai les données qui sont là, c'est les données d'apprentissage, c'est les données disponibles, voilà. On a les variables prédictives qui sont là, j'ai la variable cible qui est là. Dans le cas présent, on est dans le classement binaire, donc la variable cible est binaire, avec la modalité cible et les positifs codés 1, et la modalité négative, voilà l'autre modalité, elle est codée 0. Et j'ai une colonne supplémentaire, c'est le statut. Hein, donc c'est l'appartenance de l'individu, soit l'échantillon d'apprentissage, soit l'échantillon test. Donc la première opération très simple, c'est que je vais scinder déjà les données en deux parties. Une partie pour l'apprentissage qui est là, et une partie pour le test qui est là. Voilà, en utilisant la colonne statut ici. Bien sûr, voilà, on n'a plus besoin de cette colonne statut après. Hein, elle sert uniquement à définir qui va en apprentissage, qui va en test. Donc, du coup, j'ai un sous-ensemble qui est là, sans la colonne statut. Donc, il y a deux choses à faire. Hein. Il y a une restriction à faire sur les lignes, il y a une projection à faire sur les colonnes. Voilà les choses à faire. OK. Ensuite, une fois que j'ai les données d'apprentissage qui est là, qu'est-ce qui se fait? Je vais lancer la régression logistique. Justement, dans les algos que Dask qu'on va utiliser, il y a plein de choses dans Dask ML. Hein. Il y a du pré-processing comme la standardisation de données, il y a des stratégies de recherche des valeurs des hyperparamètres, et ce qu'on va voir, nous, c'est la régression logistique. Voilà, binaire ici en l'occurrence. Très bien. Donc ça, c'est bon. Et donc, ce qui reste à voir, hop, je reviens à mon affaire là. Une fois que j'ai fait la régression logistique, je vais utiliser la fonction de la régression logistique, la fonction de classement, la fonction score, si vous voulez, pour calculer les scores sur l'échantillon test. C'est cette partie-là. Alors, du coup, sur l'échantillon test, hein, j'ai la cible, j'ai les X toujours, donc j'applique la fonction score sur les X pour avoir les scores d'appartenance à la modalité positive. Et muni de ces deux colonnes-là, donc là, c'est la classe d'appartenance, soit 1, soit 0. Là, c'est le score d'appartenance à la classe 1. Avec ces deux colonnes-là, je suis en mesure de construire la courbe ROC. Alors, la courbe ROC,
je ne le vois pas dans toutes les formations, voilà, et je ne le vois que dans une certaine des formations, mais en résumé, hein, simplement, c'est un outil d'évaluation des modèles, tout simplement, hein, qui est plus riche que la matrice de confusion, qui est plus riche que la matrice de confusion. Voilà, on a cette courbe ROC là, et on lui associe un indicateur, généralement, c'est la surface qui est en dessous de la courbe. Alors, j'ai mis deux couleurs ici. Pourquoi? Parce que si on est sur la diagonale principale, ça veut dire que le modèle ne fait pas mieux que le hasard. C'est-à-dire que j'affecte des scores au hasard, c'est pas, j'ai un modèle qui fait pas mieux que ça. Donc, clairement, mon modèle ne sert à rien, hein. Et plus je m'éloigne vers le haut de cette diagonale-là, plus j'ai un modèle qui est intéressant. Voilà. Et donc, l'air sous la courbe là, vous indique la propension du modèle à affecter des scores élevés aux individus qui portent la modalité positive de la variable cible. Dans la phrase. Mais c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc, plus l'AUC est élevé, meilleur est le modèle. Si je résume ça, et la valeur de l'AUC varie théoriquement de 0 jusqu'à 1, mais un modèle est intéressant quand il a une UC qui est supérieure à 0,5, bien sûr, hein. Donc, plus il s'éloigne de 0,5 vers 1, et mieux c'est. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Sauf que donc ça c'est relativement facile, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Sauf qu'on travaille sous Dask. Et dans Dask, il y a une série de principes forts. Déjà, il y a le principe de Dask important, c'est le calcul différé. C'est-à-dire qu'on écrit les instructions, voilà, mais on ne lance pas les traitements en fait. Lui, il prépare tout simplement des structures internes et il crée un diagramme de traitement. Voilà, automatiquement. Il le fait pour nous. Ça, c'est vraiment un atout énorme. C'est un atout énorme parce que si les données ne tiennent pas en mémoire, vous tapez les instructions, lui, il ne charge pas les données encore. Donc, on peut taper la suite d'instructions et il est testé au fur et à mesure. Voilà. Voilà. En revanche, si on a un fonctionnement classique, vous tapez des instructions, vous les testez, paf, il cherche à charger toutes les données déjà. Ben, il va planter en fait, il dit j'ai pas assez de mémoire. Et du coup, vous ne pouvez pas faire la suite des opérations. Donc, ce qui est très intéressant avec Dask, déjà, c'est le principe du calcul différé. C'est-à-dire que on définit les instructions, lui, il s'arrange pour retirer suffisamment d'informations pour fonctionner, mais il ne charge pas tout, il ne fait pas tout. Voilà. Et donc, nous, on sait que l'instruction que j'ai écrite, là, elle marche. Voilà. Mais pour l'instant, j'exécute pas tout. Une fois qu'on a défini toute la trame qu'on veut exécuter, et qu'en interne, donc, il a créé donc, les diagrammes, la succession des traitements, si vous voulez, voilà, on peut lancer des calculs. Donc, nous, dans l'exemple qu'on va faire, on va lancer ici à l'étape 4. C'est-à-dire que tout ça, on va le préparer là, mais sans jamais le lancer. Et quand j'ai besoin vraiment du score, parce que je vais utiliser un autre outil ici, c'est celui de scikit-learn que je vais utiliser. Là, il faut que les données résultats soient disponibles. À ce moment-là seulement, je vais déclencher des calculs. Donc, toutes les instructions en amont, en réalité, donc, sont en exécution différée. Je les définis, je peux les tester, mais je ne lance pas tout. Ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage qui est très intéressant, c'est qu'il fait une lecture par bloc. Et c'est pour ça qu'il arrive justement à traiter des grosses volumétries. C'est ça l'idée, hein. C'est que même si l'entièreté des données ne tient pas en mémoire, voilà, lui, comme il fait une lecture par bloc, du coup, il n'y a pas de souci par lui, parce qu'il va faire des traitements par bloc et il consolide les résultats à la fin. Ça, c'est fort. Ça, c'est vraiment très fort. C'est vraiment intéressant. C'est pour ça que j'ai pris autant de temps en fait à étudier Dask. Quand je l'avais vu au départ, j'ai vu quelques tutos, je ne voyais pas trop l'intérêt. Mais déjà, bon, je me suis dit en termes de programmation parallèle, il y avait des choses à faire. Donc, c'est ce que j'ai étudié dans un premier temps. Et ça m'avait titillé l'esprit, l'idée de programmer, de faire du machine learning avec Dask, mais je n'arrivais pas à trouver un schéma qui montre qu'il est vraiment important en réalité, qui est vraiment intéressant. Et finalement, j'ai fini par trouver en utilisant un exemple que je vais montrer tout à l'heure, les fichiers qu'on va utiliser. Très bien. Ça, c'est un premier avantage. Ça, c'est un deuxième avantage. Donc, le premier, c'est le fait qu'on a un calcul différé. Le deuxième, c'est que, voilà, on a une lecture par bloc de données. Donc, même si les données ne tiennent pas entièrement en mémoire, comme il fait une lecture par bloc et traitement par bloc, il va pouvoir le traiter sans problème. Voilà. Et le troisième élément important, c'est la parallélisation des tâches, hein. Il fait de lui-même calcul parallèle sans que nous, on ait besoin de le programmer nous-mêmes. Voilà. Donc, il s'occupe de tout parce qu'en interne, les algorithmes machine learning sont programmés de manière parallèle. Très bien. Alors, les données que je vais utiliser, hein, je ne parle pas, mais les données qu'on va utiliser, c'est des données qu'on avait vues dans la vidéo précédente, hein. Donc, c'est les données COF-type, voilà, c'est reconnaissance de forêt. Donc, là, il y a 7 types de forêt. J'ai recodé la variable cible pour qu'elle soit binaire, 1, 0. 1, c'est une classe de forêt particulière, 0, c'est les autres. Voilà. Et j'ai retiré aussi quelques variables parce que ça faisait des traitements très longs.
sur un tutoriel rédigé, c'est pas un problème parce que du coup, je dis temps de traitement. Voilà, sur une vidéo, je lance le traitement, on va se regarder non, je le sens pas là, attendre 30 secondes, meubler 30 secondes, ça va être très compliqué avec une vidéo. Donc non, non, lors de 10 secondes, c'est facile de meubler, mais 30 secondes, non. Voilà. Donc, du coup, j'ai enlevé une série des observations. Voilà. Et donc, les données sont là. Voilà. Je montre ça rapidement. Voilà. Hein. Donc, on a bien ici les x de V1 jusqu'à V10, les variables explicatives. Ici, la variable cible, voilà, elle est là. Elle est codée 0, 1. On voit 0, 0, 1. 1, c'est la modalité cible, la modalité positive qu'on cherche à cibler. 0, c'est l'autre modalité. Et on a la colonne statut qui désigne les individus en apprentissage et test. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qui reste à voir? Alors, justement, j'avais dit qu'on trouve des tutos là-dessus sur Internet. Voilà, donc, effectivement, on trouve les tutos. Alors, comme d'habitude, il y a un tuto et après, tout le monde se recopie. Bon, ok, ça, c'est pas un souci. Voilà. Ce que je reproche aux tutos habituels, voilà, donc là, typiquement, c'est au tuto de Dask qu'on peut voir en ligne. Hein. Score en Predict Large Dataset, quand j'ai vu ça, je me dis nickel, je vais pouvoir le faire. Quand j'ai regardé ce tuto-là, ou les tutos qu'on trouve sur Internet, la plupart du temps, ils utilisent des données artificielles générées automatiquement par une fonction de la librairie. Voilà. OK, ça c'est très bien ça, mais ce n'est pas mes données. Moi, je vais faire un traitement sur mes données à moi, justement les données COFTIP. C'est celle-là que je vais traiter. C'est un subset de ça que j'utilise, hein, mais c'est bien mes données à moi que je vais utiliser, les données qui sont sur le disque là. Voilà. Très bien. Pourquoi? Parce que comme ça, quand je fais l'expérimentation, vous avez la possibilité, vous, de reproduire la démarche sur vos propres données. C'est ça l'intérêt de la faire. Sinon, ça n'a aucun intérêt, si vous voulez. Et donc, quand j'ai vu ça, là, très bien, je me suis dit, bon, ok, mais bon, c'est pas très réaliste, ok. Ensuite, j'ai essayé de reproduire les traitements qui sont là, et là, ça n'a pas marché. Parce qu'il manque des instructions très importantes quand on traite les données, nos propres données, qui sont dans un fichier de données qu'on doit charger. Il manquait des instructions qu'on ne voit pas ici en réalité. Voilà. Du coup, quand j'ai essayé de reproduire, j'ai mis du temps. Je peux vous dire que j'ai vraiment mis du temps à trouver. Bon, finalement, j'ai trouvé en réalité. Et justement, l'intérêt de ce tuto par rapport aux différents tutos qu'on trouvera par ailleurs, c'est qu'on traite nos données en fait qui sont dans un fichier sur disque qui est là. Voilà. Alors, le fichier fait 26 mégas. Ce n'est pas non plus énorme. Hein. Pourquoi? Parce que c'est ce que je dis tout à l'heure, je veux que le traitement soit suffisamment rapide pour que je puisse le commenter en temps réel. Hein, c'est l'idée. Ce 26 mégas-là est très important. Parce que je vais en tenir compte quand je vais faire les instructions, quand je vais définir les instructions. Allons-y alors, tout ça étant dit, voilà le code que j'ai préparé. Alors, je vais le lancer devant vous, hein, pas de souci là-dessus. Donc, le code, je l'ai préparé. Il sera également sur le site habituel, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. J'importe une librairie pour mesurer les temps de calcul tout à l'heure. Ensuite, ça, c'est pour mesurer la taille des objets en mémoire. Je change le répertoire par défaut. Voilà. Très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, je définis le départ pour le compteur, mais on ne va pas comptabiliser le temps ici. Et là, déjà, je vais charger les données en utilisant donc, le data frame de Dask. Voilà. Donc, je charge la librairie. Et l'instruction, là, je vais mettre avec time avec. Je vais mesurer le temps de traitement avec time, avec l'instruction magique time. On va voir le temps qu'il fait pour le temps qu'il prend pour charger les fameux 26 mégas. 12 millisecondes. Pour charger 26 mégas, il met 12 millisecondes. Ça paraît extraordinaire, ça. Hein, ça paraît extraordinaire, ça. Bon, très bien. Ok, pourquoi pas. Hein. Et donc, je vais mesurer la taille de l'objet en mémoire. Hein. Bon, il y a une petite erreur de Spider. J'utilise Spider que j'adore, mais quand je l'utilise avec Dask, il y a toujours cette petite erreur qui apparaît. Là, il faut le masquer tout simplement et faire fermer. Et ça fonctionne quand même. Hein. J'ai testé plusieurs fois. Hein. Très bien. Il me dit que la taille de l'objet en mémoire, c'est 48 octets. Ah, il y a un problème là. Je sais très bien qu'il ne fait pas 48 octets en fait. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On l'a avec read CSV. Read CSV, donc je suis allé sur la doc. Hein. Je suis sur la doc de read CSV là. Voilà. Et on voit ici, voilà, donc très bien, il fait la lecture, donc c'est une extension de read CSV de Panda, voilà. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'il ne lit pas tout au départ. Il lit qu'un échantillon. C'est pour ça que ça a été si rapide, et c'est pour ça que la taille de l'objet est si petite en réalité. C'est qu'il ne lit qu'un échantillon des données. Voilà.
Donc, il est en mesure de connaître le nombre de colonnes, les noms des variables de la première ligne, les types de variables, il va l'inférer sur les premières lignes. Voilà. Il a du coup le nombre de colonnes, mais le nombre total de lignes, il ne le connaît pas. Et justement, par la suite, quand j'avais essayé de lancer le machine learning, il disait, mais je ne connais pas le nombre de lignes, donc je ne peux pas le lancer. Et donc, c'est là la nécessité de faire un traitement différé. Très bien. Donc, ça, c'est un premier élément important. Il lit qu'un échantillon en réalité. Le deuxième élément important, c'est qu'on peut définir une lecture par bloc. La taille totale du fichier, c'est 26 mégas. Donc, moi, quand j'ai défini ma lecture par bloc, j'ai dit, fais-moi des tailles de 24 mégas, de 14 mégas. Donc, 26 divisé par 14, on a donc 2 blocs. Voilà. Et effectivement, voilà, mais ça, on le verra tout à l'heure. Donc, on devrait avoir 2 blocs, puisque la taille totale, c'est 26, et moi, j'ai défini des blocs de 14. En tous les cas, donc, on voit que la taille d'objet, tout le fichier n'est pas chargé en mémoire. Alors, j'avais dit qu'il lit qu'un échantillon. Donc, effectivement, comme il lit qu'un échantillon, il est en mesure d'avoir les noms des variables, il est en mesure d'inférer sur les types de variables en lisant les premières lignes. En revanche, quand je demande la taille totale de l'objet, le nombre de lignes et le nombre de colonnes, il vous dit, je sais qu'il y a 12 colonnes, mais le nombre de lignes, je ne le connais pas encore parce que c'est une opération qui est différée. Voilà, ouais, comme il appelle. Donc, le fichier entier. Très bien. Alors, si je visualise du coup, voilà la chaîne de traitement qu'il est en train de mettre en place, voilà ce qu'il me met. Donc, le fichier entier, il est lui en 2 blocs, c'est ce qui est dit ici. On le voit bien là, il numérote les blocs avec 0 et 1. Pourquoi pas, c'est des numéros internes qu'il utilise tout simplement. Donc, ça n'a rien à voir avec la variable cible, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ça n'a rien à voir avec la variable cible. C'est tout simplement, il utilise des numéros internes pour désigner les différents blocs. Il y a bien 2 blocs qu'il va utiliser. Et voilà, un premier read CSV sur le premier bloc, un deuxième read CSV pour le premier bloc, charge à lui par la suite de faire les consolidations quand je veux effectuer des traitements sur l'ensemble des données. Voilà ce qui se passe. Très bien. Alors, donc, le visualize là, permet de visualiser donc, le diagramme qu'il est en train de mettre en place en mémoire. Le visualize, on l'accède, voilà l'instruction pour l'avoir, mais il n'apparaît pas si vous n'installez pas GraphViz. Donc, GraphViz, c'est là. Voilà. Donc, c'est un logiciel qu'il faut récupérer en ligne, tout simplement. Vous le récupérez en ligne. GraphViz, vous avez l'URL qui est là. Vous le récupérez en ligne. Alors, il faut le récupérer, il faut l'installer. Et il faut aussi installer la librairie sous Python pour pouvoir appeler la Visualize dans votre projet Python. Très bien. Donc, jusque-là, tout va bien. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Donc, je veux définir l'échantillon d'apprentissage en faisant une requête sur statut égale à app. C'est bien ça. Voilà. Et je veux virer la colonne statut. Voilà. Très bien. Hop là. Je demande la taille, le nombre de lignes et de colonnes de mon sous-ensemble de données, de mon dataset. Il vous dit, je sais qu'il y a 11 colonnes, mais le nombre de lignes, je ne sais pas encore, c'est une opération différée. Encore. Si je refais visualize, donc dapp.visualize, ça devient un peu plus complexe là pour le coup. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il sait que pour faire cette restriction et projection, là, cette requête ici, là, voilà, j'ai besoin d'un read CSV en 2 blocs. Pourquoi? Parce qu'on a 2 blocs en read CSV. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a une série de traitements à faire qui va faire en parallèle. Elle est bien là, la parallélisation. D'abord, c'est quelles variables sont concernées par la requête. Là, c'est toutes les variables. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un lock, voilà, pour avoir qui est statut. Voilà. Pour le premier bloc, pour le deuxième bloc. Et une fois que j'ai fait la restriction sur les lignes, voilà, je refais un getItem parce qu'il n'y a que certaines colonnes qui m'intéressent, pas la dernière. La fameuse colonne statut, on va virer la colonne statut là. C'est pour ça qu'on a un fameux getItem ici. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de les consolider pour faire quelque chose. Si je calcule des statistiques descriptives, par exemple, je compte le nombre de cibles égales à 1 et des cibles égales à 0, là, il va faire la consolidation ici. Voilà. Mais je ne demande pas ça pour l'instant. Donc, pour l'instant, voilà. Donc, pour l'instant, pour lui, c'est des instructions qu'il va mener en parallèle sur les blocs de read CSV, pour l'instant. Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je crée des variables intermédiaires. XApp pour avoir que les X d'un côté et le DApp pour avoir que la variable cible d'un côté. De nouveau, je pourrais faire un visualize. Voilà, voilà. Donc là, le values, c'est pour avoir les données sous forme de matrice, proche de celle qu'on a avec NumPy. De nouveau, donc ici, le values là va s'insérer dans le diagramme. Vous avez vu, pour XApp.
Donc, on a getItem, logSeries, de nouveau, voilà, un getItem, voilà, ici, parce que j'ai viré la dernière colonne, parce que je vais mettre cible à part dans un vecteur qui est là, voilà, et on a les values ici, voilà, on est prêt. Mais encore une fois, il ne les fusionne pas parce qu'il en a besoin, en fait, il n'en a pas besoin pour l'instant. Je ne demande pas une opération qui mettrait, à contribution l'ensemble des données, et à ce moment-là, il sera obligé de faire une opération de fusion des blocs de données. Très bien, donc je continue, hein, pas de souci là-dessus. Voilà, je demande de nouveau la taille de XAP, il fait 80. On sait très bien que ce n'est pas 80. Hein. Donc, il a fait suffisamment d'éléments pour définir la chaîne de traitement, et ces éléments-là, c'est 80 octets pour l'instant. Donc, si le fichier, par exemple, faisait 500 gigas, pourquoi pas, hein, je n'ai pas 500 gigas de RAM, hein, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont 500 gigas de RAM, de toute manière. Donc, si j'ai un fichier qui fait 500 gigas de RAM, je peux rédiger ces codes-là et le tester, il pourra le faire. Parce que, pour l'instant, il n'a pas chargé la totalité des données en mémoire, en réalité. Donc, même si le fichier fait 500 gigas de RAM, si le fichier fait 500 gigas de taille, lui, ce n'est pas un souci, parce que pour l'instant, il a défini la chaîne de traitement qu'on voit là, mais sans lancer l'exécution. Il a différé l'exécution. Très bien. Et moi, j'ai la possibilité, vous avez la possibilité de tester vos instructions au fur et à mesure. C'est un avantage énorme. C'est un avantage énorme. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe alors une fois que j'ai fait ça? Donc, je suis à ce stade-là. Je vais lancer là, je vais définir la régression logistique. Je ne la lance pas. Qu'est-ce qui se passe donc? Paf, voilà. Donc, je charge la librairie, j'instancie la méthode, voilà, je crée un objet et je vais définir un traitement différé. C'est là que j'ai eu du mal à trouver. Hein. Dans les exemples avec ma classification, avec des données artificielles générées automatiquement avec l'outil interne, on n'a pas besoin de définir ça. Et donc, je ne voyais pas cette instruction-là. Là, j'ai cherché un peu, je peux vous dire. Hein. Mais bon, mais après coup, c'est évident. C'est toujours comme ça. Hein. Quand on cherche, ça paraît, qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Et quand on a trouvé, quand on reconstruit l'affaire, on se dit, ah oui, effectivement, bah oui, oui, on est bien dans un principe de calcul différé. Et donc, l'apprentissage doit être différé. Vous ne pouvez pas le lancer tout de suite parce qu'il ne pourra pas le lancer tout de suite parce qu'il n'a pas l'information sur le nombre de lignes. C'est ce qui manquait. C'est le message d'erreur qui m'a envoyé. Donc là, je charge la librairie pour faire du calcul différé explicitement, cette fois-ci. Voilà. Et donc, la méthode fit, alors là, pour le coup, je vais bien spécifier. Hein. Donc, la méthode fit de mon objet classifieur, là, je vais le différer. Voilà. Et je lui passe ici le nombre de lignes, donc mes données X, avec je connais le nombre de colonnes, mais je ne connais pas le nombre de lignes. Mais comme c'est différé, pour lui, ce n'est pas un problème. Et je lui pense ici le vecteur de la variable cible. Oh, j'ai passé du temps sur cette ligne de code, hein, parce que dans les exemples que vous trouverez sur le site, là, il n'y a pas ça, il n'y a pas ce délayé-là. Et en fait, après coup, c'est évident, on est dans un principe de calcul différé. Donc, même l'apprentissage doit être différé, parce qu'on n'a pas les données entières encore. Donc, il n'a pas tous les éléments pour lancer des calculs. La seule chose qu'on peut faire, c'est que fait ce calcul-là par la suite. Très bien. Du coup, si je refais le visualize, ça devient de plus en plus sympathique. Alors, je vais le détailler ici. J'avais préparé mon affaire, là. Là, j'ai passé de temps à préparer cette vidéo. Très bien. Donc, regardez. On en est à ce stade-là. Voilà. Il a fait les reads CSV. Donc, il a défini les reads CSV en 2 blocs. Très bien. Ensuite, on a vu les getItem. Voilà. Ensuite, il y a le fameux lock et lock successif. Très bien. Donc, ça, voilà. On a tous les éléments là. Et j'ai refait un getItem pour isoler la colonne de Y, la colonne cible. Donc, voilà. J'ai fait la même chose également pour les X, mais en plus pour les X, j'ai récupéré les values pour avoir des matrices proches de celles de NumPy. On voit ici, hein, c'est le fameux, il est où là? Il est là. Hein. Donc on a à peu près la même chose, mais là, il y a une instruction supplémentaire, c'est le values. C'est pour ça que dans la chaîne de traitement, là, on a ce values en plus. Et donc, au moment où je définis les traitements avec fit, on a bien les 2 éléments maintenant, qui sont les X-app qui est là et le Y-app qui est là. Voilà. Et donc, il va tous les consolider. Voilà, les Y, donc il y a le Y, donc il y a un chemin là, un chemin avec le premier read CSV. Ensuite,
Pour le Y, il y a un deuxième chemin avec le deuxième read CSV sur le deuxième bloc. Et pour le XApp, il y a un premier chemin qui est là pour le premier read CSV et il y a un deuxième chemin qui est là pour le deuxième read CSV. Et donc, c'est à ce stade-là qu'il fait les consolidations pour pouvoir faire appel à Fit. Voilà, c'est ça l'idée. Vous avez bien vu, hein? Donc, la lecture par bloc, c'est lui-même qui va le gérer, en fait, pour pouvoir faire les bonnes consolidations avant de faire appel à Fit. À cet endroit-là, j'ai le XApp entier. Quand je vais lancer les traitements, pour l'instant, il n'est pas lancé, hein, mais quand je vais lancer le traitement, il y aura le XApp en entier et le YApp en entier. Voilà ce qui se passe. C'est génial. Franchement, quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube aussi. Regardez Dask. Regardez les vidéos sur YouTube. Il y a plein de conférences où on en parle. Il y a des présentations. Je regarde et tout, mais bon, je me disais, voilà. Mais quand on l'expérimente soi-même, c'est autre chose. Et là, pour le coup, c'est vraiment génial. C'est vraiment très, très, très intéressant. Clairement, il faut qu'on en parle en détail. Il faut qu'on en parle en détail. Voilà. Très bien. Une fois que c'est fait ça, alors, donc, pour l'instant, donc, voilà, j'ai défini l'apprentissage. Je ne l'ai pas fait encore. Donc, le temps de traitement, là, il est super court en réalité. Bah oui, parce que c'est qu'une définition des traitements. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Ce qu'il me reste à faire, une fois que je suis là, je reviens à mon affaire qui est là. Ça y est, donc, j'ai réalisé la régression logistique, mais c'est un objet retardé, différé. Voilà. Donc, j'ai fait un delayed sur le fit, et donc, j'ai un objet différé pour l'instant. Voilà. Et c'est ce qu'on a vu ici, le diagramme complet. Donc, une fois que je suis là, donc, il faut maintenant que cette fonction-là, voilà, le fruit du fit, je puisse l'appliquer sur l'échantillon test. Donc, sur l'échantillon test, c'est pareil. Il faut que j'isole les X là, j'applique la fonction score sur les X pour avoir cette colonne score. Et ensuite, je vais opposer cette colonne-là, Y de l'échantillon test, la variable cible sur l'échantillon test, 1, 0, et le score d'appartenance à la classe 1. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, de nouveau ici, je fais une requête EsIsole, voilà. De nouveau ici, il me dit, je sais qu'il y a 11 colonnes, mais je ne connais pas le nombre de lignes. C'est ce qu'il met là, hein, c'est une opération différée. Et de nouveau, pour avoir une présentation de données sous forme de matrice NumPy, je prends que le X de l'ensemble test. L'ensemble test, il est là. Des tests, il est là. Des tests TEST, hein, il est là. Et je vais isoler les X ici, la partie verte, pour pouvoir pour appliquer la fonction score, pour calculer ici le score d'appartenance. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a le values qui est là. Pour l'instant, xtest, ça reste toujours D1, xtest, voilà. C'est une opération donc différée. Hein. Si je fais xtest.chap, il me dit, je ne connais pas le nombre de lignes. Voilà. Ah, il dit même non, oui, parce que c'est un objet différé, en fait, sous forme de matrice. Donc là, il met un autre type d'information. Voilà. Mais c'est bien un Dask array, cette fois-ci. Ce n'est plus un data frame, c'est un Dask array qu'on a. Voilà. Très bien. Et donc, c'est là que je vais définir également le calcul du score. Donc, c'est cette application-là. Je vais calculer les scores d'interprétation ici. Mais pour l'instant également, pour moi, c'est un calcul différé. Donc, voilà. De nouveau, donc, je dis, c'est un calcul différé. Sur les résultats du fit, qui lui-même est différé, je vais calculer les scores d'appartenance avec l'instruction donc predict proba. Voilà. Sur la matrice des variables explicatives de l'échantillon test. Elle est longue la phrase, mais c'est bien ça. Hein, je définis un calcul différé sur le résultat différé du fit, voilà, et ce calcul-là touche à la fonction predict proba qui est appliquée à l'objet xtest qui représente la matrice genre numpy de les x de l'échantillon test. Très bien. Donc, vous avez vu, c'est super rapide. Bah oui, parce qu'en fait, il ne fait rien pour l'instant. Il n'a rien fait là tout le long, en fait. On a défini que des traitements. Et donc, de nouveau, si je refais le visualize, là, ça devient une autre histoire. Donc, je l'ai mis de nouveau ici, là. Tac, voilà. Je mettrai ces slides sur le site. On en est là. Donc, read CSV, très bien. Donc là, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Mais vous avez vu que maintenant, il y a 3 voies. Alors, pourquoi? Parce que, donc, pour le fit, là, vous vous rappelez, hein, je vais mettre ça un tout petit peu plus petit, là. J'espère que vous voyez quand même. Voilà. Pour le fit, on a le XApp et l'YApp. Donc, c'est les deux voies
qui sont remis ensemble ici parce que dans le fit, on a besoin du XApp et YApp. Et en parallèle, on a la création du Xtest qu'il a fait ici en parallèle en traitant toujours les deux reads CSV. Vous avez vu, hein, à un moment donné, il y a une petite flèche qui va ici, sur le côté droit, là, vous avez vu, hein, et le read CSV, là, il y a une flèche qui va là, et là, sur le Xtest. Alors, pourquoi on a besoin de Xtest? Parce qu'à un moment donné, on va appliquer sur PredictProba le fit, l'objet issu du fit, on applique le PredictProba sur l'objet issu du fit et les données Xtest. Enfin, on applique le PredictProba de l'objet issu du fit sur le Xtest. C'est plutôt ça, c'est plutôt comme ça qu'il faut le faire, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que PredictProba met en jeu le résultat de fit, c'est le PredictProba de fit qu'on va utiliser, qui est appliqué sur le Xtest. Et donc, on a un diagramme de traitement qui est comme ceci. Ce qui est, là, c'est slide d'avance, hein. Oh, voilà, on voit tout là pour le coup. On voit tout pour le coup. Bon, il est en ligne, parce que là, je sens que je vais m'embrouiller là, mais il est en ligne. Donc, ce qui est très intéressant avec Dask, c'est que j'ai défini une chaîne de traitement entière, mais sans le faire explicite. Moi, je ne savais pas que c'était ça. Moi, je définis des traitements comme je le fais avec Scikit-learn. Je fais exactement la même chose que Scikit-learn. Là, hein. Ce traitement-là, je peux le faire avec Scikit-learn. Sauf qu'avec Scikit-learn, en exécutant au fur et à mesure, je fais du traitement temps réel. C'est-à-dire que chaque fois que j'écris une instruction et que je le valide, ça lance les calculs. Et donc, encore une fois, si les données ne tiennent pas en mémoire, on est bloqué. Là, on définit toute la chaîne de traitement, voilà, et pour l'instant, il y a quasiment rien en mémoire. Et donc, si les données ne tiennent pas en mémoire, je peux quand même le faire. Ensuite seulement, j'ai besoin d'obtenir le résultat, hein. J'ai besoin d'obtenir les résultats ici, voilà, pour avoir ce score-là. C'est là que je vais le charger en mémoire, parce que pour faire cette confrontation pour courser la courbe de ROC, j'utilise un autre outil qui, lui, a besoin de données en mémoire. J'utilise Scikit-learn, tout simplement. Donc, du coup, voilà, il faut que je charge en mémoire. Donc, c'est à ce stade-là seulement qu'il faut que je lance le traitement. Voilà. Et donc, c'est ce que je fais avec cette instruction-là. Donc, du coup, cette instruction-là est plus longue pour le coup, hein, parce que là, il va tout lancer la chaîne entière qu'on voit ici, là, voilà, il va le lancer en entier quand je fais le compute. Quand je fais le compute sur le résultat de PredictProba, c'est là seulement qu'il va lire les données qui sont là, faire le traitement en parallèle, voilà, et avoir le résultat à la sortie qui est chargé en mémoire. Alors, ce qui est très intéressant, du coup, c'est que si on a des données sur des clusters de machines, tout ce qui est en amont, ce n'est pas un souci, hein. Rien ne change en réalité. Après, lui se débrouille pour accéder aux différents éléments du cluster, différentes machines de votre cluster. Voilà. Si les données ne tiennent pas en mémoire, pareil, lui également, il va faire lire par bloc ici, lui va s'arranger pour faire les consolidations nécessaires à différentes étapes et obtenir le prédicteur. Très bien, j'avoue que ça m'épate toujours, hein. Alors, du coup, je vais mettre un petit time ici. Et on va voir, voilà, je mets déjà le petit time là, et on va afficher, tac. On va voir l'utilisation qui fait. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Je ne sais plus comment faire, Ah ben voilà. Voilà, on va voir s'il marche à 100%. Si je fais ça, il faut que je clique là et clique là en même temps. Donc, je vais lancer le compute là, et il va lancer toute la chaîne, y compris la lecture des données, et on va voir s'il exploite bien les ressources disponibles. Ici, regardons 2 secondes, hein, ce qui prend de la ressource, 15%, c'est l'outil que j'utilise pour enregistrer ma vidéo. Voilà, le reste, c'est dispo. J'ai fermé, le seul navigateur ouvert là, c'est Chrome, mais il n'y a rien de. Enfin, j'imagine, j'utilise pas grand-chose ici. Vous avez vu un 0,1. Très bien, donc je lance. Paf, paf. Et voilà. Et vous avez vu, hein, il exploite bien les ressources disponibles. On le voit bien là. On le voit bien ici. Voilà. Et donc la chaîne complète fait 8 secondes. Donc dans les 8 secondes, là, il faut compter la chaîne complète qui est là. Hein. Le chargement des données par bloc, en 2 blocs. Ensuite, les différentes filtres que j'ai mis en place pour créer l'échantillon d'apprentissage et test. Ensuite, l'appel de fit, la fonction fit sur l'échantillon d'apprentissage avec les X et les Y, et l'appel de PredictProba sur l'échantillon test avec les filtres qui ont permis de créer l'échantillon test. Ça prend 8 secondes en tout. OK.
Alors, une fois que j'ai le score, du coup, bah, vérifions ce qu'il y a dans le score. On a bien les probas d'appartenance. Sur la première colonne, c'est la proba d'appartenance à la modalité 0 de la variable cible. Et sur la colonne 0, hein, et sur la colonne 1, c'est la probabilité d'appartenance à la modalité 1, à la modalité cible. Hein, cible égale à 1. Voilà, très bien. Donc, du coup, je peux lancer maintenant l'outil de scikit-learn cette fois-ci pour calculer l'AUC de la courbe Rock. Alors, la variable cible, elle n'est pas en mémoire. Si je fais des tests cible, voilà, non, cible en majuscule, pareil, il me dit, je sais qu'il y a des données, elle est partitionnée en deux parce qu'il y a deux reads CSV, voilà, il y a deux reads CSV, donc elle est partitionnée en deux, je sais que les données, je sais que c'est des données entières parce qu'il a chargé un sample pour connaître le type automatiquement, mais les valeurs en elles-mêmes, je ne les connais pas. Voilà. Donc, il faut aussi que le Y-test, là, je le charge en mémoire, ça. Cette colonne-là, il faut que je la charge en mémoire, sinon je ne pourrais pas lancer l'outil de scikit-learn, qui, lui, ne traite que des données en mémoire. Voilà. Donc, c'est ce que je fais ici. Et donc, Y-test, là, cette fois-ci, voilà, on a bien les valeurs ici, 0, 1, 0, 0, ainsi de suite. Et donc, après, je suis en mesure de calculer l'AUC. Paf, voilà, avec Metrix, de la librairie Metrix, pour calculer les performances des modèles prédictifs ou les modèles en général, les outils de machine learning avec scikit-learn, et je calcule l'AUC de la courbe Rock. Bon, hop là, et c'est bien Y-test et les scores des positifs. C'est bien ce qui est écrit ici, hein. Y-test et score des positifs. Paf, je lance le calcul. Oula, c'est F9. Paf. Et voilà, j'ai une AUC de 0,78. Bon, le modèle n'est pas trop mal, hein, voilà. En tout cas, la valeur est supérieure à 0,5. C'est bien ça l'idée. Voilà, très bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, donc là, j'ai lancé pas à pas pour expliciter chaque étape. OK. Maintenant, je vais lancer à plusieurs reprises pour voir effectivement le temps que prend chaque traitement. Hein. Vous avez vu, hein, à chaque fois ici, j'ai mesuré combien de temps prend le chargement, ainsi de suite. Donc, je vais désactiver tous les visualize là, parce qu'on n'en a plus besoin maintenant. Voilà. Voilà. Visualize. Il y avait d'autres visualize ou pas? Donc, il y en avait un là, il y en avait un là. Là également, je n'en ai pas besoin. Voilà. Et là, c'est bon. Donc, je relance entier. Voilà. Il me dit le temps de chargement, il est virtuel, c'est 0,01 millisecondes. Donc, on sait très bien que c'est super rapide. Ensuite, le fit également, c'est virtuel en réalité, donc ça ne prend pas de temps. Là, j'ai défini le predict proba, ça ne prend pas de temps. Mais quand je lance predict proba, quand je fais compute sur predict proba, voilà, à ce moment-là, ça a pris 8 secondes, 6. Voilà, et on a bien les scores ici, et on a la valeur du l'AUC n'a pas changé ici. Je vais relancer une autre fois encore. Hein. Voilà, ça donnait bien les mêmes choses. Tous les traitements qu'on a avant, en fait, sont virtuels en réalité. Ils ne lancent pas. On définit des traitements différés en réalité. Hein. Et l'exécution sera... Enfin, on définit des traitements et l'exécution sera différée. Ça m'intéresse. Voilà, très bien. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que si vous avez des gros fichiers de données, voilà, et que vous devez faire des traitements sur ces gros fichiers de données, regardez du côté de Dask. Il y a les solutions pour traiter les grands fichiers de données et exploiter au mieux les capacités de machine. Par exemple, sur votre machine, le fait que vous avez des processeurs multicœurs. Voilà. Autre élément important également avec Dask, c'est que si vous avez des gros fichiers de données qui ne tiennent pas en mémoire, Dask également peut constituer une solution. Je ne dis pas que c'est la seule, hein, on est bien d'accord, parce que je vous connais. Vous allez dire, oh là, Rico a dit qu'il faut utiliser Dask tout le temps. Je n'ai pas dit ça. Hein. Il y a d'autres solutions, on a vu, hein, H2O, il y a d'autres également qu'on a pu voir. Voilà, donc ça, ok, d'accord. Mais Dask est une solution possible et il y a donc des fonctionnalités qui sont intéressantes dans la partie machine learning. Excellent travail à tous.